Come on, folks. Right. Oh, yeah. Pack your things, baby. Now put on your shoes. Let's take a break. Turn it loose. Come for a ride. I wanna take you out. Yeah. Come for a ride. I wanna take you out. Lorsque les Français débarquent sur cette île, ils vont la baptiser Saint-Louis en l'honneur de Louis IX et Louis XIV. Et quand vous grattez un Saint-Louisien, cherchez pas loin. Vous allez trouver un Français. La gomme arabique était la richesse à l'époque de ces régions. Ça, c'est la cellule des récalcitrants. C'est ici qu'on enfermait ceux qui résistaient. Ousmane, la lutte, c'est le sport populaire ici. Oui, à peu près comme le football. Ici, à Canton, les Français viennent chercher la soie, le thé et la porcelaine. Les Européens n'arrivaient pas à obtenir cette finesse, cette délicatesse que l'on a découvert avec la porcelaine chinoise. L'Inde est mon pays. Et mon pays. Il y a beaucoup de soldats qui sont rentrés après 15 ans de service et c'est eux qui ont instauré le jeu de pétanque à Pondichéry. C'est un travail assez exceptionnel que peu d'ateliers dans le monde et peu d'artisans pourraient encore faire aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle étape du Grand Tour. Nous sommes dans la citadelle de Port-Louis, à l'entrée de la rade de l'Orient, sur la côte sud de la Bretagne. Et si j'ai choisi cette citadelle pour commencer cette nouvelle étape du Grand Tour, eh bien c'est parce qu'elle nous rappelle la fabuleuse histoire de la Compagnie française des Indes, une compagnie créée au XVIIe siècle par la volonté de deux hommes, Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert, qui ont eu l'ambition de relancer le commerce français à cette époque et d'aller concurrencer les Néerlandais et les Anglais dans ce secteur. Alors pour relancer le commerce maritime, il faut des installations portuaires et en 1666, eh bien, les deux hommes choisissent cette citadelle comme base d'où vont s'élancer tous les navires français à travers le monde pour rejoindre les comptoirs français comme Saint-Louis du Sénégal en Afrique, comme Pondichéry en Inde ou Canton en Asie. Eh bien, c'est ce voyage que je vous propose de faire ensemble. Nous allons partir tout d'abord à Saint-Louis du Sénégal, première étape de ce grand tour. Nous sommes en 1659. Après des semaines de mer, un bateau français aborde les côtes difficiles du Sénégal. Son équipage a pour mission d'établir un comptoir. Ce sont les prémices de la Compagnie française des Indes. Le comptoir est installé sur l'île de Dar, au milieu du fleuve Sénégal.
L'île de Dar est le véritable point de départ de l'aventure française au Sénégal. Dar, en Wolof, cela veut dire Saint-Louis. Le Wolof, c'est une des langues parlées ici au Sénégal. Et quand les Français arrivent sur ces plages, ils découvrent une grande communauté de pêcheurs qui va jouer un rôle très important pour leur implantation ici au Sénégal. Cette communauté existe toujours, elle est forte de 30 000 personnes qui vivent toujours de la pêche. Ces pêcheurs vivent dans le quartier de Guet-Dar. Il se situe sur la langue de Barbarie, une zone géographique bien particulière, bordée d'un côté par le fleuve Sénégal et de l'autre par l'océan Atlantique. Le professeur Charles Camara connaît très bien cette communauté de pêcheurs. Mais en fait, c'est les premiers occupants de l'île. À la base, c'est des agriculteurs et des éleveurs. Ça s'appelle Guet-Ndar, donc Guet signifie enclos en Wolof. Et avec le temps, bien sûr, ils ont pris leurs véritables occupations, mais ils deviennent pêcheurs. Et vous voyez, c'est d'abord l'accueil de tout le village qui n'imagine pas les difficultés qu'il y a eu à amener ce maigre butin. Et regardez comment la mer est en furie. Et c'est comme ça tout le temps, parce que nous sommes sur la grande côte. C'est des gens de la mer. Voilà. Côté fleuve, l'eau est plus calme. C'est l'endroit choisi par les pêcheurs pour décharger les prises de la nuit. Pour accéder au fleuve, les navires doivent traverser son embouchure. Un exercice plus risqué qu'il n'y paraît. Charles propose de nous y emmener. Waaw, salam alaikum, capitaine. Waaw, yow yaa ñu yóbbule. Waaw, yi ba woon na man dama ragal de. Ah, aca ma yéeg. Bismillah. Nan laay def nii. Ok. Ay, ay, ñu ngi leen di mbëkk de. À l'époque du comptoir, les embarcations des pêcheurs servaient à décharger les gros navires qui mouillaient au large. L'embouchure se situe à quelques kilomètres au sud de Saint-Louis. Il était presque impossible aux bateaux français de franchir cette barre de vagues. Le principal problème, c'est justement de pénétrer l'axe du fleuve. Et les embarcations de l'époque n'étant pas motorisées, avec leur voilure et tout ça, ont dû jouer avec le vent. Et comme le pic est trop, disons, raide par ici, l'entrée n'a pas toujours été une réussite. À mon humble avis, si on pouvait drainer les fonds océaniques, on tomberait sur une kyrielle de bâtiments, et je pèse mes mots. Les Français avaient tout intérêt à se laisser guider par les pêcheurs, et cela afin d'éviter aux bateaux de s'échouer et d'être pillés. Il y avait entre les pêcheurs et les marins un accord tacite, c'est-à-dire où le bateau passe et tout va bien, ou alors ils cassent et ça fait leur bonheur. Il reste un jour à laisser les navigateurs se débrouiller, autrement ils plongent et tout ce qui leur tombe sous la main leur appartient. Avant d'arriver à Saint-Louis, les bateaux français affrontent les dangers de la côte africaine sur des centaines de kilomètres. Le naufrage de la Méduse, en 1816, en est la triste illustration. La Méduse, c'est un bateau affrété pour amener la fonction publique de l'époque pour Saint-Louis. Et par inadvertance, le bateau s'ensable. Il a fallu Dardar sauver la situation. Les gens ont fait un radeau qui a mis
de longs jours pour arriver. Il n'y a pas eu, paraît-il, la réaction qu'il fallait avoir pour les sauver. Sur les canaux de sauvetage, il n'y a pas assez de place. Durant 13 jours, près de 150 hommes et une femme vont donc dériver sur un radeau de fortune. Des scènes de mutinerie et de cannibalisme vont avoir lieu. Au final, 10 hommes seulement survivront à ce calvaire. Cette affaire aura un tel retentissement en France que Théodore Géricault va s'en inspirer pour peindre son chef-d'œuvre, le fameux radeau de la Méduse. Pour plus de réalisme, il recueille les témoignages de 2 survivants et ira jusqu'à visiter morgues et hôpitaux pour peindre son tableau. C'est une histoire qui me rattache, moi, africain, avec l'histoire de la peinture française, parce que n'oublions pas que c'est Géricault qui a fait ce tableau-là. Et voilà, c'est l'histoire de Saint-Louis en même temps que c'est l'histoire de France. Voilà pourquoi, voilà, pour moi, le radeau de la Méduse, c'est pour moi. Au XVIIe siècle, l'embouchure du fleuve Sénégal se révèle être un enjeu stratégique pour le développement du comptoir. En face du quartier de Guet-D'Ar se trouve l'ancienne ville coloniale. C'est ici que les Français vont s'installer. Lorsque les Français débarquent sur cette île, ils vont la baptiser Saint-Louis en l'honneur de 2 rois, Louis IX et Louis XIV. Et c'est autour de ce bâtiment que va s'organiser la nouvelle ville de Saint-Louis. Ce bâtiment qui a été transformé au cours des ans était à l'origine des comptoirs, une maison fortifiée. Puis c'est devenu l'hôtel du gouvernement. Et puis ensuite, ça a pris le nom de gouvernance et c'est ici qu'habite le gouverneur de la région. En fait, ce bâtiment, il reflète parfaitement toute l'histoire de Saint-Louis, de l'époque des comptoirs jusqu'à aujourd'hui, en passant par la colonisation française. Les premiers Français qui vont s'établir ici ne seront pas autorisés à venir avec leurs épouses. Ils tisseront naturellement des liens avec des femmes autochtones. On les appelle les signards. Ce mot vient du portugais « signora ». Faute de pouvoir se marier, ces courtisanes vont imposer un concubinage unique en son genre pour l'époque. Les hommes doivent officiellement reconnaître leur descendance métisse, les enfants portent le nom du père et surtout héritent de tous ces biens acquis en Afrique. Ce privilège fera la fortune de cette nouvelle bourgeoisie métisse de Saint-Louis. De génération en génération, les signards deviennent de redoutables femmes d'affaires. Grâce à leur double culture, elles officient comme intermédiaires entre les ethnies locales et les négociants européens. Ce commerce florissant va permettre aux Français de s'installer définitivement dans le comptoir. Ils vont construire les premières maisons en dur. Les colons bâtissent ces maisons à balcons. Ils permettent aux signards de vivre à l'étage et de se faire voir sans se mélanger à l'activité de la rue. Aujourd'hui, ces façades font la particularité de la ville et lui ont valu d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Suzanne Hirschi est architecte. Merci, merci. Je peux m'asseoir. Merci pour l'accueil. Depuis plus de 10 ans, cette Française se rend régulièrement à Saint-Louis pour faire l'inventaire de cet héritage exceptionnel. Avec le temps, l'usage de ces habitations a bien évidemment évolué. Nous sommes ici dans une maison coloniale qui est habitée de manière tout à fait différente qu'à l'époque des signards et des négociants français. Aujourd'hui, la famille vit au rez-de-chaussée, l'escalier s'est effondré, on vit exclusivement en bas.
On a reconstitué ce qu'on appelle dans les villages traditionnels sénégalais une tapade où la famille mange, où on se réunit. J'ai même visité des maisons où c'était des chèvres qui étaient au premier étage et les personnes habitaient en bas. Seules quelques habitations à Saint-Louis ont conservé l'architecture authentique de l'époque. Suzanne a dirigé la restauration de cet édifice. Il est considéré comme l'un des plus beaux exemples de maison à galerie. Cette maison a été construite par des négociants bordelais au XIXe siècle. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée a été transformé en salon, mais à l'origine, cet espace était un entrepôt de marchandises. Les pièces de vie, quant à elles, étaient imaginées par les signards, ce qui va donner lieu à un mélange de styles français et sénégalais. Les gens rentrent et sortent, il y a une grande activité. Et on crée un lieu un peu paisible, un peu protégé, un peu luxueux. Ce sont ces fameuses galeries qui sont un peu l'équivalent du séjour d'une maison contemporaine. C'est ici qu'on peut s'installer sur des banquettes confortables avec les belles tenues que l'on connaît des signards. C'est une vie splendide. Cette maison est orientée est-ouest. Nous sommes face à l'océan pour capter le maximum de vents qui vont traverser la maison et la purifier de tous les miasmes que craignent tant les Européens, parce qu'effectivement, ils succombent à de très nombreuses maladies. Il n'y a pas seulement la malaria, mais il faut savoir aussi qu'il y a la peste, il y a les épidémies de choléra, et l'Européen va tout faire pour se créer un habitat sain. Et les signards reprennent ce système-là et elles restent aussi dans la fraîcheur qui viennent le matin des brises marines et le soir des vents du fleuve. Nous avons rendez-vous à présent avec Jean-Jacques Bancal. C'est un descendant direct d'une des grandes familles de métis de Saint-Louis. Et il possède chez lui un document extraordinaire, un témoignage très précieux sur la façon dont on commerçait à l'époque des comptoirs français. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va? Alors Jean-Jacques, ce document, le voici, il date de quelle époque? Alors de 1807, c'est un atlas pour servir de voyage au Sénégal. Ouais, écrit par un Français, je vois. Léonard Durand, oui, c'est un livre qui date de l'époque. Et qu'est-ce qu'il nous apprend justement sur cette époque? Alors ce qui est assez drôle d'abord, c'est que c'était écrit en français et en arabe. Donc on voit un peu les relations qui existaient entre les Français et les marabouts de l'époque, les grands chefs de l'époque, où on parle d'affection particulière. Pourquoi l'arabe? Parce que c'était la langue commerciale à l'époque? Ben, disons que c'était la langue que l'islam avait apportée dans la région et il écrivait tous les traités dans les deux langues, que tout le monde puisse comprendre et signer. Et à l'époque, le commerce était fondé sur le troc? Voilà, en fait, c'était un commerce qui était fondé sur des échanges, donc des échanges de produits, toujours écrits en français et en arabe, de 2 bouteilles de vin, 2 chandelles, 30 pièces de Guinée. Des paires de ciseaux. Voilà, des bassines de cuivre, des miroirs, des tabatières pleines de girofles. Et les Français, donc, étaient avant tout intéressés par la gomme arabique. Voilà, le gros du commerce, c'était la gomme arabique. La gomme arabique était la richesse, à l'époque, de ces régions. C'est un produit qui provient de l'acacia. Et donc, les marabouts la récoltaient, et les Français la récupéraient et la payaient auprès de ces marabouts avec tous ces objets, et donnaient des rentes, en fait, des coutumes à ces marabouts. Dans la région de Ferlo, au nord-est du Sénégal,
se trouve la principale zone de production de gomme arabique. Elle est devenue un produit rare dans le pays. Nous sommes à Dara, à plus de 2 heures de route de Saint-Louis. Morsar est l'un des plus importants négociants de gomme arabique de la région. Alassane, lui, est en charge de la récolte de la gomme. C'est lui qui va guider Morsar à travers la brousse. Ici, pousse à l'état sauvage une espèce d'acacia dont la sève est chargée de gomme arabique. Pour obtenir cette sève, Alassane doit d'abord entailler l'écorce de l'arbre. Il faudra laisser saigner l'arbre pendant 1 mois pour obtenir la précieuse gomme. C'est très difficile de trouver de la gomme, car plus on saigne ces arbres, moins ils en donnent. Quand il n'a pas plu depuis longtemps, ça devient encore plus compliqué. Du coup, il faut marcher de longues distances entre chaque arbre. C'est ça le problème de ce métier. Voilà la vraie gomme arabique. Ici, dans la région, s'il y a un malade, les gens la broient, la mélangent avec du lait et la boivent pour soigner les maux de ventre. Son effet bénéfique sur la santé n'est pas l'unique vertu de cette sève. Jusqu'au XIXe siècle, les Européens l'utilisent dans de nombreux domaines, comme imperméabilisant de toiture, par exemple, ou encore comme adhésif pour les timbres postaux. À l'époque, la gomme arabique était déjà irremplaçable, et elle le reste encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on la trouve dans de nombreux produits, comme les bonbons, les produits alimentaires, et bien sûr dans beaucoup de médicaments. Chaque jour, Alassane doit travailler ainsi sur une vingtaine d'arbres pour ramasser quelques kilos. Il est temps de revenir au village pour négocier la marchandise. Alassane présente sa récolte des dernières semaines. Là, il y a 6 sacs, soit environ 300 kilos. Ça représente 5 semaines de travail. Le prix, combien tu en demandes? Je dirais 2000 francs CFA le kilo. Ah, c'est trop élevé. Pour cette gomme, je ne peux te donner que 800 francs CFA le kilo. Pour respecter la coutume du troc, Morsar paiera finalement une partie de la marchandise en sacs de riz, l'équivalent de 150 francs CFA. Reste 650 francs CFA à payer en liquide pour finaliser la transaction. Morsar a négocié la gomme arabique à environ 1 € le kilo. Pour que sa journée soit rentable, Morsar doit encore se rendre dans plusieurs villages de la région. Au XVIIIe siècle, la gomme arabique va faire la fortune du comptoir. Saint-Louis va attirer de plus en plus de populations, pour la plupart musulmanes. Nous revenons dans la ville à l'heure de la prière.
L'histoire de cette mosquée est tout à fait singulière. Sa construction, qui date de la moitié du 19e siècle, n'a pas été évidente. Et pourtant, Saint-Louis est à majorité musulmane. Mais à l'époque, il y a ici une forte communauté de métis qui s'oppose à la construction de cette mosquée. Et l'histoire raconte qu'elle aurait enfin cédé, mais cela à deux conditions. La première, c'est que la mosquée soit construite à l'extérieur de la ville. Et ça a été fait malgré les apparences, mais à l'époque, le quartier est totalement désert. Et la deuxième condition, c'est que ce minaret soit doté d'une cloche directement reliée à une horloge afin d'indiquer les heures de prière, et cela à la place du muezzin. Eh bien, cela fait aujourd'hui l'une des rares, sinon la seule mosquée au monde qui soit dotée, dès sa construction, dès son origine, d'une cloche. L'histoire du Sénégal se transmet oralement de génération en génération par l'intermédiaire de conteurs. On les appelle des griots. Cette tradition des griots existait bien avant l'implantation des Français. À une époque où les écrits étaient inexistants, les griots se chargeaient de raconter les légendes des royaumes. Aujourd'hui, les griots des temps modernes utilisent la radio pour faire entendre leur voix. salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi waxtaan ak yéen fii ci fréquence Teranga mi nga xam ne moo di Baatu Ndar tey nag ma toog ak sama ñaari nattu yi Alaaji Zabi Ndiaye ak Alaaji Aliou Mbadara Mbeng nu gën ko xam ci turu Maxu. waaw Alaaji Aliou Mbadara Diagne Golbert wax nga dëgg. Golbert a fondé la radio Teranga il y a presque 20 ans. Tous les lundis, entouré de ses deux amis griots, il anime une émission sur l'histoire du pays. Il est difficile alors de ne pas aborder la présence française à Saint-Louis. Nous allons écouter maintenant, comme pour souffler, une voix en or. J'en parle tous les jours et à chaque fois que l'occasion se présente. Parce que je n'aime pas perdre mon passé. Mais regardez-nous, circuler en ville. Chaque bout de coin de rue a son histoire. Du Sénégal, mais aussi de la France. Et quand vous grattez un Saint-Louisien, cherchez pas loin. Vous allez trouver un Français. Si vous êtes à Paris, grattez également un peu, vous trouverez un Saint-Louisien. Parce que c'est un mariage d'amour et de raison. Grâce à sa radio, Golbert est devenu un personnage très écouté. Dans une ville qui se modernise, le journaliste veille aussi au respect des traditions. Golbert parle souvent à ses auditeurs d'une croyance ancestrale selon laquelle Saint-Louis serait sous la protection d'une déesse. Elle s'appelle Mam Kumba Bang et habiterait le fleuve. Pour ne pas réveiller sa colère, il est coutume de lui faire des offrandes et des sacrifices. Au marché de la ville, Golbert vient acheter les ingrédients nécessaires au rituel. C'est le lait caillé. C'est avec ça que je vais faire les offrandes. Le génie a besoin de ça. Et c'est extrêmement important. C'est quelque chose que toi-même, tu dois pouvoir consommer. Golbert se rend ensuite au bord du fleuve pour offrir le lait ainsi qu'un paquet de sucre à celle que l'on surnomme ici grand-mère. Mam Kumba Bang, protectrice de Saint-Louis, soyez bénie. Grand-mère, vivez longtemps dans les eaux. Merci, grand-mère. À chaque fois que moi j'ai un problème comme tout autre Saint-Louisien, si je fais l'offrande correctement, je ne peux pas faire moins de 15 voire 30 jours sans pour autant que mes vœux ne se réalisent. L'essentiel, c'est que je sois sincère, que je sois pur, que je sois convaincu qu'elle est là et qu'elle a le pouvoir que Dieu lui a donné pour veiller sur moi, pour me sécuriser et développer mon pays. Autrefois,
on recommandait à tout visiteur de Saint-Louis de faire ce genre d'offrande avant d'entreprendre quoi que ce soit sur le fleuve. Le bout du pont que vous avez observé là-bas, c'est l'un des premiers ponts qu'on a essayé à mettre ici. Mais parce qu'il n'y avait pas d'offrande, à chaque fois que les Français travaillaient le jour, la nuit, le génie du fleuve venait et cachait tout, comme pour leur dire, soyez sages, sinon, la leçon. Les Français vont finalement parvenir à achever sans encombre un autre pont, le pont Faidherbe. L'édifice doit son nom à Louis Faidherbe, un ancien gouverneur du Sénégal. En 1897, on inaugure cet immense édifice en acier. Il mesure plus de 500 mètres de long, un véritable chef-d'œuvre. Grâce à lui, l'île de Saint-Louis n'est plus isolée. Aujourd'hui, plus de 70 000 personnes l'empruntent chaque jour et sa construction n'a pas réveillé la colère de Mamkumba Bang. Et c'est fabuleux. Du premier coup de pioche à l'inauguration, 0 accident. Des emplois ont été créés. On a eu un pont flambant neuf qui n'existe nulle part en Afrique. Ce pont Faidherbe, qui fait la fierté de tous Saint-Louisiens et qui est la prunelle de mes yeux. On va laisser Goldberg sur le pont Faidherbe. Ce pont qui se trouve derrière moi a été construit à la fin du 19e siècle et il est devenu au fil des ans le symbole de l'âge d'or de Saint-Louis. Il y a ici au Sénégal un autre comptoir qui a été très important pour les Français. Il s'agit de l'île de Gorée et cette île se trouve plus au sud, à 300 km d'ici. Gorée se situe au large de Dakar. Idéalement protégée par une baie, elle est depuis le XVe siècle un port d'attache très convoité par les Européens. Tour à tour portugaise, hollandaise et anglaise. Les Français, eux, vont réussir à garder la main sur ce comptoir pendant près de 3 siècles. Aujourd'hui, l'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces ruelles n'ont pas changé depuis le XVIIIe siècle. Les principaux produits qu'on y traitait alors sont l'ivoire, l'or et la gomme arabique. Mais un commerce bien moins glorieux va également contribuer à l'essor de l'île. Comme dans les autres comptoirs d'Afrique, les négociants de Gorée se lancent dans le trafic des esclaves. Les puissances européennes ont alors besoin de main-d'œuvre pour leurs colonies du Nouveau Monde. C'est en Afrique qu'elles viennent la chercher. Des hommes, des femmes et des enfants sont capturés dans les terres, puis envoyés vers les Amériques. Les comptoirs de la côte africaine deviennent leur dernière étape avant d'être entassés par centaines dans des navires. Europe, Afrique, Amérique, le commerce triangulaire est né. Gorée ne représente qu'une petite partie de ce commerce. Mais l'île est devenue malgré tout l'un des symboles de la traite des Noirs. Elle a notamment acquis cette notoriété avec sa maison des esclaves. Ah mon Dieu, c'est horrible de s'imaginer qu'ils ont pu traiter les êtres humains comme des animaux. Ça me rend tellement furieuse quand j'y pense. Charlène et Francine sont 2 Afro-Américaines de Philadelphie. Elles viennent spécialement ici pour rendre hommage à leurs ancêtres. C'est une grande pièce.
Francine vient ici pour la 5e fois. Quant à Charlène, c'est son premier voyage en Afrique. Ce moment est très important pour elle. Personnellement, je ne connais pas mes origines. On ne peut plus revenir en arrière. Venir ici me permet peut-être de créer un lien avec mes ancêtres. Juste toucher les choses, être physiquement présente ici. C'est une manière pour moi de me connecter avec eux. Ça me permet d'avancer dans ma vie. Je ne peux pas aller de l'avant sans avoir regardé en arrière. Ça, c'est la cellule des récalcitrants. C'est ici qu'on enfermait ceux qui résistaient. C'est très dur. J'aurais été une rebelle. Je suis sûre qu'ils m'auraient mise là-dedans. Voici la porte d'où il les emmenait. Cette porte, appelée la porte du voyage sans retour, suggère l'embarquement dans les navires négriers. Ils ne savaient pas où ils allaient, s'ils allaient revoir leur famille un jour. Je ne peux m'imaginer la douleur qu'ils devaient ressentir. Pour ceux qui partaient, cette porte symbolisait la fin. Ils savaient qu'ils ne reverraient plus jamais cet endroit. Ils ont tout pris à mes ancêtres. Ils ont pris leur culture, ils ont pris leur langue maternelle, ils ont pris leur religion, ils ont pris leur famille, bien sûr. Pour moi, cette porte de non-retour symbolise tout ça. Éloi Colli est le conservateur du musée. Il a accompagné dans ces lieux les plus grandes personnalités, comme Nelson Mandela, Bill Clinton ou encore François Mitterrand. Un livre d'or consigne toutes ces visites prestigieuses. Alors, celle sans doute qui a également permis à la Maison des Esclaves de se retrouver sur la carte du monde, c'est la visite du président Obama. Il avait demandé à pouvoir visiter la Maison des Esclaves en privé. Une visite qui a été poignante. Il m'a encouragé à continuer à œuvrer dans le domaine des droits humains et à continuer évidemment de porter le flambeau pour expliquer au monde la fragilité des libertés, de continuer de défendre cette vision de la Maison des Esclaves qui, aujourd'hui, est par excellence évidemment le lieu de célébration de la réconciliation entre les peuples du monde. La traite négrière n'est pas la seule forme d'esclavagisme de l'époque. Les signares vont elles aussi acquérir des esclaves pour en faire ce que l'on appelle des captifs de case, autrement dit, des domestiques qui travaillent dans les maisons de commerce. Xavier Ricou est descendant de signares.
Les signares pouvaient avoir jusqu'à 50 ou 100 captifs de case. Ce n'étaient pas du tout des captifs de traite dont on pouvait se débarrasser en disant on l'envoie aux Amériques, on va en tirer de l'argent. C'était des gens qui faisaient pratiquement partie de la famille, auxquelles elles étaient attachées et dont il n'était absolument pas question de se séparer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, les enfants en héritaient, les petits-enfants, etc., de génération en génération. La fortune d'une signare pouvait se mesurer au nombre de captifs qu'elle possédait. Dans ces anciennes cases, la famille de Xavier expose une riche collection d'iconographie relatant cette histoire. On a ici une image intéressante qui nous montre une signare goréenne. Et donc ces esclaves étaient à la fois chargés d'exposer les bijoux et la richesse de la signare, en même temps de tenir le flambeau quand elle sortait la nuit, de tenir son ombrelle. C'était une société où on aimait se montrer, c'est-à-dire montrer à la fois ses esclaves, exposer ses bijoux, etc. Et c'est un trait de caractère qui est un peu resté dans la société traditionnelle sénégalaise. L'abolition définitive de l'esclavage en 1848 et la baisse du commerce de la gomme arabique marquent la fin de la richesse de Gorée. Les Français se déplacent alors à Dakar, où ils vont se lancer dans un nouveau commerce, celui de l'arachide. À l'époque, la grouillante capitale n'existait pas. Dakar n'était à l'origine qu'un petit village de pêcheurs. En quelques années, la ville connaît un développement impressionnant. En 1902, elle devient la nouvelle capitale de l'Afrique occidentale française. Le pouvoir colonial construit alors de nombreux bâtiments. Aujourd'hui, ils témoignent de l'âge d'or de Dakar. Plus de 3 millions de personnes y vivent actuellement. La ville est devenue un centre culturel et artistique. C'est ici qu'habite l'un des plus illustres sculpteurs contemporains, Ousmane Sow. Il nous offre une visite exclusive de son futur musée. Bon, Patrick, voici mon futur musée avec toutes les œuvres réunies que j'ai rapatriées de France. Elles sont toutes là? Oui, elles sont toutes là. Enfin, c'est ce qui me reste. Oui, il y a De Gaulle, Mandela, Le Juste, Victor Hugo là. La carrière d'Ousmane Sow prend un tournant décisif en 1999, lorsqu'il expose ses sculptures à Paris, sur le Pont des Arts. 3 millions de personnes viennent admirer ses œuvres gigantesques. Le sculpteur a vécu une vingtaine d'années entre la France et le Sénégal. Dans sa maison de Dakar, il poursuit sa série des grands hommes. L'artiste a représenté des personnalités qu'il admire. C'est une partie. J'ai placé la maison juste au milieu pour qu'on puisse tourner autour. Ousmane, c'est l'atelier qui entoure la maison, là. Hein? Oui.
Oui, la maison est... Ce sont des personnages qui sont en train de naître. Il y a Gandhi, Luther King et Cassius Clay. 2 hommes de paix et un combattant. Et un combattant. Non, mais Cassius Clay aussi, dans son genre, c'était un homme de la paix. Hein. et ce combat de l'homme et de la bête, oui. C'est impressionnant hein, de voir un buffle comme ça renversé par la force d'un homme. C'est extraordinaire, c'est parmi mes premières sculptures, une sorte d'exaltation. Le métier de kiné que vous avez exercé vous a donné une connaissance parfaite de l'anatomie des êtres. Oui, hein. oui c'est ce qui m'a permis de faire des sculptures sans modèle. Le fait d'être le premier Africain à l'Académie des Beaux-Arts, c'est une fierté pour vous. Ça représente quoi? Non, ben c'est-à-dire, bon, c'est un plaisir. Mais disons que le fait d'être le premier Africain, le premier noir même, bon, je sais que c'est tombé sur moi, mais ça aurait pu tomber sur d'autres. Mais ça, c'est votre modestie naturelle. Non, c'est du réalisme. Pour la première fois, j'appartiens à une communauté. Je n'appartiens à aucun parti. Je ne me suis jamais syndiqué. Je n'ai même pas eu de patron direct. Donc là, l'Académie est dans une communauté. Sur la fin, c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a chez vous, Ousmane, une sculpture qui est très importante pour vous, qui est toujours là. Oui, la sculpture de mon père. C'est un homme qui a beaucoup compté pour vous. Ah oui, c'est grâce à lui que j'ai commencé, comment dirais-je, la série des grands hommes. Parce que c'était un homme fantastique. Peut-être que l'homme que j'ai le plus admiré et que j'ai découvert surtout après sa mort. Vous aviez 21 ans? 21 ans quand il est mort. Et là, ça a été vraiment une perte extraordinaire. Il a été sur ma décision de partir en France, je pense que provient aussi de lui. Parce qu'il fallait que je mette un peu d'espace entre nous deux pour pouvoir faire le deuil, parce que c'était un peu trop violent. On a l'impression, en regardant vos sculptures, qu'il y a toujours sous-jacent le combat, que la vie est un combat. Ah ben oui, la vie est un combat, moi, j'en suis persuadé. Le fait de se lever au lit, du lit, alors qu'on était bien couché, déjà, est un combat sur soi. Et bon. Mais c'est bien, ça donne du piment à la vie, d'avoir à combattre. Le sculpteur nous emmène sur la plage de la Corniche. Tous les soirs, plusieurs groupes de jeunes viennent s'y entraîner à la lutte. Voilà les lutteurs. Cet art du combat constitue une véritable source d'inspiration pour Ousmane Sow. Ousmane, la lutte, c'est le sport populaire ici. Hein? Oui, à peu près comme le football. Ouais. Mais là, c'est de petits gabarits qui n'ont aucune chance maintenant de lutter dans les grandes catégories. Parce que là, maintenant, ils sont à peu près de ma taille et 2 fois plus forts. Mais ils pourront faire comme ça des exhibitions dans les arènes. Vous en avez fait vous-même de la lutte? Oui, non, mais comme ça, pas en exhibition, mais on faisait ça au clair de lune.
La Compagnie française des Indes va attirer beaucoup de monde au Sénégal, des commerçants, des aventuriers, mais aussi des scientifiques. Et parmi eux, un ingénieur et un botaniste français, son nom Charpentier de Cossigny. Il voyage autour du monde, prend des notes et publie ses observations. D'ailleurs, il sera extrêmement critique vis-à-vis de la traite des Noirs sur l'île de Gorée et son témoignage contribuera à éclairer le monde occidental. Alors, Charpentier de Cossigny, après son séjour au Sénégal, s'embarquera en 1752 pour un autre comptoir français de la Compagnie française des Indes qui se trouve en Asie, à Canton exactement, Canton, où nous nous rendons. Plus de 11 millions de personnes vivent aujourd'hui à Canton. La ville est la capitale commerciale du sud de la Chine. Au temps du comptoir, les navires partis d'Europe arrivent ici après un périple de 6 mois. Canton est à l'époque le point de rencontre entre la Chine et l'Occident. Au centre de Canton se dresse l'un des symboles de cette tradition marchande. Charpentier de Cossigny arrive en Chine, à Canton, dans une ville qui a beaucoup changé depuis le XVIIIe siècle. Le seul bâtiment qui témoigne du commerce de l'époque, c'est celui-ci. Il date de 1723. Il a été déplacé d'une centaine de mètres pour permettre la création d'une voie de circulation. Ce bâtiment abritait la guilde des marchands de soie. Si au Sénégal, les Français s'intéressent à la gomme arabique, ici, à Canton, ils viennent chercher la soie, le thé et la porcelaine. Alors, Charpentier de Cossigny, quand il arrive dans cette ville, il ne peut pas accéder tout de suite au centre de la cité. Comme tous les marchands et comme tous les Occidentaux de l'époque, il faut qu'il attende une autorisation officielle. Et il va patienter sur une toute petite île qui s'appelle Wanpo et qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici. C'est sur cette île qu'à partir du XVIIIe siècle, les navires européens ont l'obligation d'accoster. Les marchands étrangers sont soumis au système de Canton, c'est-à-dire un code commercial très strict. Nous sommes sur la rivière des Perles, en direction de Wanpo. À peine amarré, chaque bateau est inspecté par les douanes chinoises. Yilin s'est intéressée aux différentes étapes du système de Canton. Il y avait un rituel qui consistait à mesurer précisément les bateaux, leur largeur, longueur et niveau de ligne de flottaison. En fonction de ces mesures, les bateaux étaient classés en 4 catégories. Ce classement permettait de fixer le montant des droits de douane à payer pour chaque navire. Le règlement des taxes a lieu dans les bâtiments des douanes. Cet endroit est devenu un musée entièrement dédié au commerce de cette époque. Une scénographie a été conçue pour évoquer ce passé. Ce que vous voyez ici, c'est une scène de présentation d'une cargaison de thé. Là, c'est un Chinois avec des échantillons de thé qu'il propose à un commerçant étranger. L'histoire du commerce extérieur à Canton a plus de 2000 ans. Au départ, ce commerce ne concernait pas les échanges entre les Chinois et les Européens. Les premiers échanges avec le monde extérieur ont d'abord eu lieu avec les Perses. Les marins occidentaux se rendent ensuite à Canton. C'est alors la seule province de Chine à pouvoir commercer avec l'extérieur.
Une fois les autorisations données par les autorités locales, les marchands de la Compagnie française des Indes pouvaient accéder au cœur de la ville de Canton. Et pour cela, ils prenaient des embarcations traditionnelles, les fameuses jonques qui malheureusement ont disparu. Aujourd'hui, la circulation sur la rivière des Perles est particulièrement calme, mais à l'époque, comme le notait Charpentier de Cossigny, elle était toujours très intense. Alors ces marchands, eh bien, ils ne pouvaient pas aller n'importe où dans Canton. Seuls quelques quartiers leur étaient réservés, on les appelait des factoreries. Il y en avait 13 et aujourd'hui, une rue porte le nom justement de ces 13 factoreries. Nous nous y rendons. Nous sommes dans la rue des 13 factoreries. Au XVIIIe siècle, c'est le lieu de travail et de résidence des commerçants étrangers. La rue a toujours maintenu sa réputation marchande. George McKibben est américain, professeur d'histoire à l'Université de Canton. C'était la seule porte possible du commerce avec la Chine. Peu d'Européens à cette époque parlaient le chinois. Très très peu. Quelques marchands chinois apprenaient l'espagnol, le français ou l'anglais. Mais la langue utilisée ici, c'était l'argent. L'argent. Au XVIIIe siècle, les Occidentaux ne sont pourtant pas libres de travailler comme ils l'entendent. Le commerce est sévèrement réglementé. Pour s'approvisionner, les étrangers doivent traiter avec un hong, un marchand chinois qui leur est attitré. Nommés par l'empereur, les hongs sont chargés des commandes et du recouvrement des taxes. Le système des hongs, c'était un système où seuls ces marchands étaient habilités à traiter avec les étrangers. C'est pourquoi certains d'entre eux sont devenus les personnes les plus riches au monde. Cette fortune, les Chinois la bâtissent entre autres sur le commerce de la porcelaine, dont ils sont les seuls jusqu'au XVIIIe siècle à détenir le secret. Nous nous rendons à l'endroit précis où ce secret a été gardé pendant des siècles, à près de 1000 km au nord de Canton, dans la région de Jingdezhen. Nicolas Borg-Pisani est français. C'est un spécialiste des porcelaines chinoises. Il nous conduit là où tout a commencé. À Gaoling. Cette petite localité a donné son nom à une argile blanche, le kaolin, le matériau de base de la porcelaine. Nous entrons dans l'un des derniers sites de concassage traditionnel. On y perpétue des techniques ancestrales. Ce kaolin a la spécificité d'être très résistant à de très hautes températures et donc de pouvoir obtenir des céramiques de très très fine épaisseur et donc translucides. Les Européens utilisaient de l'argile, du feldspath, ce qu'on appelle des matériaux hybrides et n'arrivaient pas à obtenir cette finesse, cette délicatesse que l'on a découvert avec la porcelaine chinoise. Pour les Européens, la beauté des porcelaines chinoises relève du miracle. Au XVIIe siècle, les Hollandais sont les premiers à les importer. 10 millions de pièces inondent l'Europe en quelques décennies seulement. Le succès est tel qu'à son apogée, la ville de Jingdezhen compte près de 18 000 familles de potiers. Ce four est le dernier four traditionnel de Jingdezhen encore en activité. Là, on retrouve un four qui nous plonge vraiment dans l'histoire de la production de la céramique,
Puisque des fours comme ça, il n'en reste plus. Les fours et la technique de cuisson sont essentiels dans la production des porcelaines et les Chinois étaient maîtres dans la maîtrise des températures. C'est un savoir-faire très secret qui était transmis sous forme d'héritage, de maître à élève ou entre familles. À Jingdezhen, la porcelaine est partout, même sur les feux de circulation. La ville est toujours considérée comme la capitale mondiale de la porcelaine. Quelques artistes résistent encore à la production industrielle et restent fidèles aux traditions. Dans cet atelier, chaque pièce est décorée à la main. Cette jeune artiste travaille, comme il y a 200 ans, sur un motif emprunté à l'iconographie de la dynastie Tang. Ce qui est très intéressant avec les motifs que l'artiste est en train de peindre, c'est qu'ils sont très représentatifs en fait, de l'engouement que les Occidentaux vont avoir au contact de ces porcelaines, à la fois pour les motifs, leur délicatesse, le détail, la maîtrise des couleurs qu'ils n'avaient pas. C'est ces mêmes motifs que l'on va retrouver réinterprétés en fait, par les artistes occidentaux dans un mouvement que l'on va appeler les chinoiseries. Le peintre français, François Boucher, est l'un des maîtres de ce courant du XVIIIe siècle. Un peu plus tard, la reine en personne, Marie-Antoinette, constitue une grande collection de chinoiseries. L'aristocratie française passe commande à Jingdezhen en envoyant ses propres motifs. Mais le secret de la porcelaine chinoise ne va pas tarder à être percé. Un missionnaire jésuite, le père d'Entrecolle, envoie en France 2 lettres détaillant tout le processus de fabrication. Quelques années plus tard, un gisement de kaolin est découvert dans le Limousin. C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle naît notamment la porcelaine de Limoges. Les Français cessent alors de passer commande à Jingdezhen. Un coup dur pour les Chinois. Ce ne sera pas le seul. L'arrivée massive de l'opium va bouleverser les relations entre les Occidentaux et la Chine. Pour rééquilibrer leur balance commerciale, les Anglais inondent le marché de cette drogue produite dans leurs colonies indiennes. Un véritable désastre. 1 Chinois sur 4 est opiumane. Les autorités impériales ne peuvent le tolérer. 20 000 caisses d'opium seront brûlées sur la place publique. Un acte qui provoque la première guerre de l'opium en 1839. Elle oppose les Anglais aux Chinois. La flotte chinoise est détruite par les navires britanniques. Canton est bombardé, puis conquise. Les Anglais peuvent reprendre le commerce de l'opium. 17 ans plus tard, une seconde guerre éclate. Cette fois, les Français se joignent aux Britanniques. Le conflit s'étend jusqu'à Pékin. Dans les 2 cas, l'Empire du Milieu est acculé à la capitulation, contraint de céder de nouveaux territoires aux Occidentaux. C'est dans ce contexte qu'en 1860, Anglais et Français se partagent l'île de Shamian, en plein cœur de Canton. Au temps des concessions, l'île permet aux Occidentaux de tenir les Chinois à distance. Les ponts sont surveillés en permanence, et cela pour éviter toute intrusion sur cette partie de la ville désormais européenne. This was really not China anymore.
Ici, ce n'était plus vraiment la Chine. Avant les guerres de l'opium, le pouvoir était aux mains des puissants marchands chinois. Et tout à coup, ils ne sont plus considérés. Les Chinois ne sont admis ici que s'ils portent un plateau ou soulèvent un diplomate dans une chaise à porteur. Les Chinois sont passés du statut de puissant, de gouvernant, à celui de servant. C'est pourquoi cette période est appelée dans les manuels d'histoire chinois les 150 années d'humiliation. Les Anglais puis les Français y construisent de nombreux bâtiments. L'île de Chamian est le quartier le plus préservé de Canton. La plupart des façades y ont été restaurées, même si les bâtiments ne sont pas occupés. C'est d'ailleurs le cas de celui-ci. Il date de la période des concessions, c'était la poste française. Le jaune et le blanc étaient les couleurs typiques des bâtiments français de l'époque. Alors ces restaurations sont assez récentes parce qu'il y a 30 ans, les Cantonais ne se préoccupaient pas de cette période de leur passé. Ils préféraient l'oublier. Chamian est devenu aujourd'hui une vitrine de l'architecture coloniale européenne. La dernière restauration en date est celle du Canton Club. Construit par les Anglais en 1864, c'était alors le lieu de divertissement des élites étrangères. Le chantier est dirigé par l'architecte Tangu Owa. Venez voir ici. Le contour de ces fenêtres est construit en briques rouges. En menant des recherches, nous avons découvert que ce sont les marchands anglais qui ont ramené ces briques d'Angleterre par bateau. Elles servaient à équilibrer leurs navires. Pour restituer l'aspect original du bâtiment, il s'est appuyé sur une photographie ancienne. Vous voyez ce toit sur cette vieille photo? Il avait totalement disparu lorsque j'ai découvert cet endroit. Nous avons donc décidé de le reconstruire à l'identique, comme ici sur la photo. Le toit vient d'être achevé. C'est un bel exemple de technique mixte, occidentale et chinoise. Lorsque les colons occidentaux sont arrivés à Canton, ils ont dû adapter leur technique de construction au climat local. Vous savez, ici, le climat est très chaud. Le rayonnement solaire est très fort. Alors on superpose 2 couches de tuiles. Là, il y a un espace vide pour isoler le bâtiment de la chaleur. Grâce au travail de ces restaurateurs, le Canton Club va renaître comme au temps des concessions. Nous quittons l'île de Chamian pour aller un peu plus au nord, dans le quartier Liwan. On y trouve toujours le canal qui, il y a 150 ans, permettait aux commerçants d'acheminer les marchandises sur l'île de Chamian. C'est ici que se sont installées une partie des familles chinoises qui commerçaient avec les Occidentaux. Manan est conservatrice de musée. Ce quartier était un centre très important du commerce entre la Chine et le reste du monde. Ici étaient concentrées les résidences des commerçants les plus riches. La cohabitation entre Chinois et étrangers a favorisé un mélange de styles architecturaux. Ça a donné naissance au style Xiguan. Beaucoup de belles demeures de l'époque ont disparu, mais l'une d'entre elles a été restaurée. Cette maison Xiguan est une résidence privée qui appartenait à un riche marchand chinois. Elle date de la fin de la dynastie Qing. Nous l'avons surnommée la Grande Maison Xiguan. Venez avec moi. L'architecture de la maison Xiguan s'articule autour de 3 grands salons en enfilade. Une pièce de vie, un grand salon de réception,
avec à l'arrière une antichambre pour se reposer. La troisième pièce dans laquelle nous sommes sert de bureau et de salon de lecture. C'est un endroit où le chef de famille donne des enseignements à ses enfants. La brique grise est le matériau de base de ces maisons. Ce qui me plaît le plus dans ce style architectural, ce sont toutes ces fenêtres avec les vitraux. Comme celle-ci qui combine une technique de fabrication venue d'Europe avec des motifs traditionnels chinois. Les marchands les plus aisés vont construire des ensembles architecturaux uniques, comme l'Académie Chen. Ce bâtiment richement décoré est un temple. Il a appartenu à la famille Chen au XIXe siècle. C'était une grande famille, un clan de marchands très puissant. Et c'était son lieu de culte. C'est là que toute la famille se rassemblait pour vénérer les ancêtres. Aujourd'hui, il abrite un musée. Et il y a à l'intérieur une pièce très intéressante que je voudrais vous faire découvrir. Elle se trouve dans les réserves. L'Académie Chen est un vaste complexe composé d'une vingtaine de bâtiments et de plusieurs cours. L'objet se trouve juste derrière cette porte. Bonjour, merci de nous accueillir dans les réserves du musée. Alors c'est la pièce que vous nous avez préparée. Il s'agit d'un oreiller, en porcelaine. C'est un objet qui date de la dynastie Song, c'est-à-dire le Xe siècle. Et c'était un objet qui était fait sur mesure pour bien épouser la forme de la nuque de son propriétaire. Et au VIe siècle, en Chine, on en a vu beaucoup d'oreillers comme ça. En fait, à l'époque, c'était le nec plus ultra. C'était l'objet de luxe par excellence. C'est une très, très belle pièce qui a 1000 ans. Merci. À quelques rues de l'Académie Chen se trouve un autre lieu de culte. C'est le temple des Sibanyang, l'édifice bouddhiste le plus vénéré de la ville. Il date du VIe siècle. Charpentier de Cossini vante d'ailleurs dans ses écrits la tolérance religieuse qui règne à Canton à cette époque. Ce qui fait la célébrité du lieu, c'est sa pagode des fleurs. Une imposante tour de 57 mètres de haut. C'est une pagode bouddhiste, caractéristique de la dynastie des Liang. Lorsqu'on la regarde de l'extérieur, il y a 9 étages et chaque niveau est de forme octogonale. 8 côtés, car dans l'architecture chinoise de la pagode, le nombre impair désigne le ciel et le nombre pair, la terre. C'est un concept bouddhiste de l'unité du monde qui s'est inscrit jusque dans l'architecture des pagodes. Raju Fashi est l'un des moines responsables du temple. La pagode est actuellement fermée au public et nous en autorise exceptionnellement l'accès. Nous découvrons qu'il y a en réalité 17 étages. Chaque palier renferme des reliques sacrées. À l'intérieur de la pagode, on trouve des statues de Bouddha. Elles sont très vénérées par les fidèles. Il y a au total 88 Bouddhas répartis sur l'ensemble de 17 étages. Le chiffre 88 n'a pas de signification particulière dans la religion bouddhiste. L'explication est plutôt à trouver dans la culture chinoise, où le chiffre 8
est très populaire. C'est un chiffre porte-bonheur. Il est le symbole de l'enrichissement et de la prospérité. Il faut gravir quelques marches encore avant de découvrir le trésor des Sibanyans. Voici le Sorin, une colonne verticale que l'on trouve au sommet de chaque pagode. Celui-ci est en bronze. Il pèse 5 tonnes. C'est un patrimoine extrêmement précieux. Il y a 1023 petites statuettes de Bouddha sculptées tout autour de la colonne. Dans notre religion, on dit que ces 1000 Bouddhas sont venus au monde pour sauver l'homme de la souffrance et de la misère, et nous permettre de nous libérer de nos angoisses et de nos malheurs pour finalement devenir nous-mêmes Bouddhas. La pagode a longtemps été l'édifice le plus élevé de Canton, l'ancêtre des gratte-ciel qui façonnent aujourd'hui le paysage de la ville. Lorsque la nuit tombe sur Canton, c'est une autre ville qui s'offre à nos regards. Sur la rivière des Perles, les ponts et les tours s'illuminent. Le lendemain, nous nous rendons au centre de la ville. Canton n'a rien perdu de son dynamisme. Tout comme à l'époque du comptoir, le commerce reste la clé de sa prospérité. Je vous emmène au marché de Qingping. On y trouve des produits assez insolites. Le marché de Qingping est très réputé pour ses produits de médecine chinoise, et notamment le ginseng, dont la racine est source de vitalité. Les Chinois en consomment depuis des millénaires. Lors de son voyage au XVIIIe siècle, le Charpentier de Caussigny écrit que les riches Chinois en prennent tous les jours pour fortifier leur santé et pour multiplier leur jouissance. Huimin a ses habitudes au marché de Qingping. Chaque semaine, cette jeune femme vient dans la boutique de M. Xian acheter, sur prescription médicale, une denrée très populaire à Canton. Je suis en train de choisir les scorpions que je vais acheter. Les scorpions vivants. Je prends surtout les scorpions mâles. Ils sont plus légers que les femelles. Ça me permet d'en prendre plus. Ils ont plus d'effet. Ils ne sont pas mortels. Leur poison n'a pas d'effet néfaste sur le corps humain. Ces scorpions peuvent soigner plus de 130 maladies. C'est pourquoi beaucoup de gens ici les consomment. C'est un produit très précieux dans la médecine traditionnelle. Avec cet ingrédient un peu particulier, la jeune femme pourra préparer une soupe qui devrait lui permettre, selon son médecin, de prévenir les maladies liées à l'humidité de Canton. Depuis des millénaires, les Chinois ont fait de la santé une priorité.
Nous sommes dans le parc le plus important de la ville. Les habitants viennent ici faire de l'exercice, et notamment du tai chi. Cette discipline, qui à la base est un art martial, associe des mouvements lents à la respiration afin de faire monter l'énergie vitale. C'est également le terrain de jeu des amateurs de Tianzi. Ce sport est apparu en Chine il y a 2500 ans. Le but, se passer un volant sans le faire tomber à terre. Un peu plus loin dans le parc, nous rencontrons par hasard M. Xi. Il perpétue un art ancestral en Chine, la calligraphie. Cette technique d'écriture a toujours fasciné les Occidentaux. M. Xi la pratique de façon éphémère, avec un pinceau et de l'eau. C'est très bon pour le corps. Et ça donne de l'énergie à mon esprit. Je peux calligraphier à peu près 300 poèmes. Quand vous avez réalisé une belle œuvre, vous vous sentez bien, détendu. Aujourd'hui, M. Xi a calligraphié plusieurs vers. L'un d'entre eux dit « Le cœur apaisé et l'esprit tranquille permettent au pinceau d'être un virtuose ». Une fois les marchandises embarquées, les marchands de la Compagnie française des Indes vont se rendre dans d'autres comptoirs. Et au XVIIIe siècle, le comptoir le plus réputé de l'océan Indien, c'est Pondichéry. En 1754, après avoir séjourné ici, à Canton, Charpentier de Cossini va s'embarquer à son tour et va se rendre dans cette ville, la ville la plus française des Indes, Pondichéry, où nous nous rendons à présent. Depuis le début du XVIe siècle, les Indes attirent de nombreux négociants européens. Les Français, eux, décident de débarquer sur la côte de Coromandel, au sud-est du sous-continent indien. Lorsque Charpentier de Cossini arrive ici à Pondichéry, le comptoir français est à son apogée. En fait, l'histoire de ce comptoir commence quelques décennies auparavant, en 1673, quand la Compagnie française des Indes décide d'acheter à un sultan un petit village de pêcheurs situé dans le golfe du Bengale. Et le paysage que découvrent les Français lorsqu'ils arrivent à l'époque, eh bien, est à peu près semblable à celui que l'on a aujourd'hui sur cette plage. Le site n'est pas idéal pour la navigation, il est sableux avec des lagunes et des vagues brisantes. Les bateaux doivent stationner au large et leurs équipages doivent utiliser des embarcations locales pour le transfert des marchandises. Pourtant, la zone va s'avérer favorable au commerce. En effet, non loin de là, l'embouchure d'une rivière va permettre aux Français de pénétrer plus facilement à l'intérieur du pays. En fait, au-delà de cet avantage, le grand intérêt d'être ici à Pondichéry, c'est que c'est un des rares endroits où les Anglais ne sont pas encore installés. Alors, d'année en année, eh bien, le commerce va être florissant et au fil des ans, Pondichéry va devenir le véritable port d'ancrage de la France, ici, en Inde.
de 3 siècles après sa naissance, Pondichéry conserve un lien très fort avec la France. Avec ses noms de rues et ses villas d'époque, elle possède un patrimoine unique, directement hérité de son passé colonial. Fruit de 2 cultures, Pondichéry reste une ville à part dans le paysage indien. Premier pensionnat francophone d'Inde, cette école fait partie de l'histoire du comptoir français de Pondichéry. L'Inde est mon pays. Tous les Indiens sont mes frères et sœurs. J'aime mon pays. Je suis fière de ses richesses diverses et de ses très vastes progrès. Je respecterai mes parents et mes maîtres. Je serai affectueux envers les animaux. Repos. Fondé au début du 19e siècle par le vicomte de Richmond, ce bâtiment a été offert au gouvernement indien à condition d'y accueillir des enfants défavorisés. Sa vocation n'a pas changé. On y enseigne le tamoul et le français, de la maternelle à la 3e. Sauvé de la démolition en 1984, l'édifice est aujourd'hui classé. On le doit à Ashok Panda et à son association. Ce bâtiment est l'un des seuls à avoir conservé son caractère d'origine. Presque rien n'a changé, même si c'est une école aujourd'hui. Ce bâtiment est l'un des plus beaux endroits qui symbolise le quartier français. Donc la cour, le préau, la proximité de la plage, ce sont des caractéristiques des bâtiments qui se trouvent dans cette rue. Depuis l'installation du comptoir au XVIIe siècle, la ville de Pondichéry a conservé une double identité, française et indienne. Léo a vécu pendant plusieurs années en France, où il a fait carrière dans l'armée et s'est spécialisé dans le sport équestre militaire. Il est rentré à Pondichéry en 2011. Par rapport aux autres villes des Indes, Pondichéry jouit d'une réputation de ville française. Et un vieux dicton qui dit qu'à Pondichéry, même si la loi n'est pas droite, les rues sont droites. Les rues sont tirées à la corde. Elles sont toutes perpendiculaires. Depuis ses origines, Pondichéry est séparé en 2 quartiers par un canal. Au sud, la ville coloniale française. Au nord, la ville tamoule, habitée par la population locale. Cette maison est typique du quartier historique tamoul. Elle a été bâtie en 1865. Elle n'a jamais été restaurée. Elle est dans son pur jus d'origine, comme on dit. Et elle est intéressante parce qu'elle illustre parfaitement l'architecture franco-tamoule. Le premier étage, vous le voyez, est d'inspiration française. Et le rez-de-chaussée, lui, est typiquement tamoul, avec cette particularité qu'est la véranda. Alors la véranda, c'est un mot qui nous vient à la fois du portugais et de l'indien et qui nous a été transmis par les Britanniques. En tout cas, ici à Pondichéry, c'est un espace ouvert sur la rue, un espace public où les voisins, les riverains, les familles peuvent venir passer un moment agréable et bavarder. D'ailleurs, on appelle ces rues les rues qui parlent. Un homme va permettre au comptoir de connaître son heure de gloire. C'est Joseph François Duplex. Il prend ses fonctions de gouverneur des Indes françaises
en 1742. C'est son deuxième voyage dans le pays et il est bien décidé à développer les affaires du comptoir. Dupleix a entendu parler d'un marchand qui pourrait servir ses ambitions. Et c'est en face du grand marché de la ville qu'il va le rencontrer. Difficile de soupçonner que derrière cette façade se cache la villa d'un des plus éminents personnages de Pondichéry. Nous sommes dans la résidence d'Ananda Ranga Pillai, dont la statue trône au milieu de la pièce. Au départ, Ananda Ranga Pillai était un commerçant. Quand Dupleix a voulu installer un empire français en Inde, il lui a fait confiance et il a développé son réseau politique. Ananda Ranga Pillai a donc été engagé en qualité de conseiller par la compagnie française, en particulier par Dupleix, qui savait qu'il était un grand homme d'affaires. Il était un médiateur et un intermédiaire. Donc, il ouvrait les lettres, les lisait, les traduisait et envoyait les messages aux princes locaux. Grâce au réseau d'Ananda Ranga Pillai, Dupleix tisse des liens de confiance avec les souverains de la région. Au fil des années, les deux hommes deviennent très proches. Beaucoup de souverains étaient jaloux de la relation entre Dupleix et Ananda Ranga Pillai. Ils étaient des amis sincères. Dupleix n'avait pas confiance en son propre consul de Pondichéry, mais il croyait en Ananda Ranga Pillai. Témoignage de cette amitié, ces armoiries placées aux 4 points cardinaux de la villa. Des emblèmes militaires, la fleur de lys et le blason des marchands de Saint-Malo. Autant d'hommages au commerce florissant entre la France et l'Inde. Ananda Ranga Pillai et Joseph-François Dupleix favorisent l'installation d'un grand nombre d'artisans, des sculpteurs sur bois, des orfèvres, mais aussi des tisserands. La première richesse du comptoir français, c'est le commerce des étoffes. Alors, nous allons nous rendre à présent à 3 heures de route au nord de Pondichéry, dans une ville, Chennai. Chennai, c'est l'ancienne Madras, et c'est là que se trouvent les héritiers, les descendants des tisserands qui, justement, ont fait la fortune du comptoir français. Pour rejoindre Chennai, il faut traverser la campagne indienne sur près de 150 km. Sur la route, nous traversons d'immenses marais salants. Au temps de la suprématie anglaise, ce sont les Britanniques qui ont le monopole du sel. Le sel va devenir l'un des symboles de la lutte des Indiens contre la domination coloniale. Le voyage continue, direction Chennai.
Cette ancienne villa coloniale abrite un prestigieux atelier, la Maison Le Sage. Ici, 80 brodeurs créent des pièces exceptionnelles pour la haute couture et pour les plus grands décorateurs. La technique de ces artisans repose sur un savoir-faire millénaire qui a révolutionné l'histoire de la mode et de l'ameublement. Un art qui se transmet de génération en génération. Sur ces toiles, les fleurs et les arbres occupent une place importante. Des décors que l'on retrouve sur les murs de nos châteaux depuis le XVIIe siècle. Chaque commande est unique, comme cet arbre de vie. L'ouvrage mesure 3 mètres de large et 2 mètres de haut. Destiné à un palais de New Delhi, il a déjà nécessité plus de 6 mois de travail. Il faudra compter 6 mois supplémentaires pour le terminer. Malavika Shivakumar est l'une des fondatrices de l'atelier. L'arbre de vie est un motif très ancien et lié assez profondément à ce qu'on peut dire la culture indienne, parce que nous sommes très attachés à la nature. Ça se retrouve dans tous les textes anciens et les arbres, les plantes, les fleurs font partie de cet héritage. Mais c'est surtout leur sens aigu de la couleur qui fait la différence. Une exigence de chaque instant pour Malavika. On a d'abord réalisé un échantillon. On l'envoie à notre bureau de Paris et aux clients pour qu'eux regardent la pièce à la lumière de Paris ou à la lumière de New York, parce que cette même or peut être différente à la lumière de Paris. Et parfois, ça nous est arrivé d'avoir besoin de recommander entièrement un lot de fil d'or, parce que le fil d'or était vert ou rose et pas or à Paris. Dès le XVIIe siècle, la beauté des tissus fabriqués ici fait la fortune de la Compagnie française des Indes. Amenés par bateau entier en France, ils rencontrent un succès immédiat dans la haute société. On appelle ces étoffes des indiennes. J'ai rendez-vous avec le maître des lieux, Jean-François Le Sage. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Ça me fait plaisir Bienvenue. de découvrir votre atelier. Merci, venez, je vais vous montrer tout ça. Jean-François, retrouver la Pompadour ici à Chennai, c'est tout un symbole? Ah, c'est loin d'être un hasard. Les indiennes étaient interdites à cette époque-là et elle prend fait et cause pour la modernité en portant, malgré l'interdiction faite par le roi, des toiles importées des Indes. Et comme c'était le dernier cri, les dernières choses à la mode, elle s'expose sur ce tableau en train de broder vêtue d'indienne. Interdit à l'époque parce que trop de succès en Europe. Beaucoup trop de succès et cela fait paniquer les tisserands français qui demandent son aide au roi pour interdire l'importation de la folie des indiennes. L'indienne, c'est un motif particulier ou c'est une technique? C'est les deux, en fait. C'est un nom de chapitre pour décrire toutes les toiles peintes, colorées qui venaient des Indes. Alors, il y a différents types d'indiennes. Celle-ci, qui est couverte de fleurs, mais j'en ai d'autres que je peux vous montrer. J'en ai une là-bas, par exemple, qui est très différente et qui pourtant est une indienne. Alors celle-ci, par exemple, c'est aussi une indienne, même si elle est beaucoup plus raide, beaucoup plus stricte dans ses dessins.
Et c'est un panneau qu'on destine à une restauration pour un château près de Toulouse et qui va venir jouer toute la transparence comme un vitrail de tissu, presque comme un vitrail brodé. C'est d'inspiration perse? C'est d'inspiration perse, mais c'est fait en Inde. En fait, tout ça est sur la même route. Les artisans avaient l'habitude de se rencontrer, de discuter, donc les échanges étaient fréquents. Vous avez beaucoup de commandes françaises comme ça? Pas mal, oui. On a beaucoup de commandes historiques et d'autres. J'ai, par exemple, une chose que je peux vous montrer, qui est un très joli exemple qui est là-bas. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que c'est, Jean-François? C'est une parure de siège? Non, c'est une parure de lit, très importante pour nous parce qu'elle vient compléter le décor brodé du lit de Madame Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Et c'est un travail assez exceptionnel que peu d'ateliers dans le monde et peu d'artisans pourraient encore faire aujourd'hui. Il y a 62 couleurs, c'est un énorme travail. C'est une restauration? Non, c'est une reproduction à l'identique. Et tout le décor est en fait une reproduction à l'identique. La tendance actuelle étant de garder dans des chambres noires les tissus anciens. Donc on les remplace par des copies exactes. Et c'est là où le savoir-faire des brodeurs est important, puisqu'il faut garder exactement la même main et être exactement dans la lignée de ce qui se faisait. Les petites mains ici sont majoritairement des hommes? En général, oui. Mais nous nous ouvrons à des ouvrières femmes, nos brodeurs étant les descendants des brodeurs qui brodaient pour la Compagnie des Indes, formés par des artisans musulmans du nord de l'Inde. Et donc, en général, les femmes restaient chez elles et brodaient, alors que les hommes étaient plus mobiles et travaillaient d'atelier en atelier. Alors chez nous, les brodeurs sont permanents, mais ils sont les descendants de cette tradition. Grâce aux alliances tissées avec les souverains de la région, le comptoir de Pondichéry étend son influence à tout le sud de l'Inde. Un territoire grand comme à peu près 2 fois la France. Ces alliances ouvrent les portes d'un commerce très lucratif, celui des bois précieux. Le plus prisé était le bois de santal. La Compagnie française des Indes l'utilisait comme monnaie d'échange. Les Ghats occidentaux abritent la dernière forêt de bois de santal du pays. Cette chaîne de montagnes longe la côte ouest de l'Inde sur près de 1600 km. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Considéré comme un arbre royal depuis 1792, le santal alimente tous les trafics. Désormais, son exploitation est contrôlée par le gouvernement indien. Une équipe de rangers veille sur ce patrimoine exceptionnel. Ici, seuls les arbres morts peuvent être arrachés. Le bois de santal est l'arbre qui a le plus de valeur au monde. Donc nous récupérons tout. On ne laisse pas les racines. Le moindre petit morceau, nous le prenons. Donc des racines jusqu'aux branches, nous emmenons tout jusqu'au dépôt. Depuis qu'il est en voie de disparition, le santal, à l'odeur si particulière, vaut aussi cher que l'or. C'est pourquoi chaque partie de l'arbre est précieusement conservée jusqu'à la sciure. Bien sûr, je peux le sentir. Aucun autre arbre, aucune autre plante n'a ce parfum. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est unique et vraiment spécial.
Une fois débarrassé de son écorce, le cœur du bois servira à élaborer des parfums, des cosmétiques, des médicaments et de la pâte de santal. Cette pâte en Inde est un symbole religieux. On en fabrique au temple de Vilayanour, à Pondichéry. Bâti il y a plus de 7 siècles, c'est l'un des plus anciens temples de la ville. Chaque soir a lieu un rituel très ancien dédié au dieu Shiva. Depuis 25 ans, Patachri prépare cette fameuse pâte obtenue en frottant un morceau de bois de santal avec de l'eau. Il faut préparer la pâte de santal et la porter à Dieu telle qu'elle est. Si une autre personne la touche, il faut tout nettoyer et la refaire complètement. Personne d'autre ne doit y toucher. La pâte de santal est utilisée à toutes les étapes de la vie religieuse hindoue, de la naissance à la mort. Lorsqu'on applique la pâte de santal sur le front et le torse d'un dieu, on le rafraîchit. Avec cette fraîcheur d'esprit, le dieu sera disposé à faire le bien pour les gens. Si on offre du santal aux femmes stériles, l'année suivante, elles auront un enfant. Cet enfant s'appellera alors Santanabakyam, la chance du santal. Le santal, on ne le prend qu'avec le majeur de la main droite pour le donner au dieu. On ne peut pas le faire avec n'importe quel doigt. Portée sur le front, la pâte de santal est supposée éveiller la conscience et la connaissance spirituelle. Comme ici sur Ganesh, le dieu éléphant dans la religion hindoue, l'une des plus anciennes croyances qui existent. Dans l'hindouisme, les Indiens vénèrent des milliers de dieux différents, mais Ganesh reste le plus populaire. Traditionnellement représenté avec 4 bras et une tête d'éléphant, il incarne le savoir et la vertu. Considéré comme Ganesh vivant, Lakshmi est presque une idole à Pondichéry. Comme toutes les divinités de l'hindouisme, son corps doit être lavé chaque jour selon un rituel très précis. C'est grâce à ses ongles blancs que Lakshmi a été choisie pour garder le temple de Pondichéry. Depuis 18 ans, ses cornacs lui offrent dès le réveil un bain de 2 heures et des massages ayurvédiques, des soins adaptés à son rang de dieu éléphant. Lakshmi est ensuite maquillée avec des motifs et des symboles religieux. Le cornac est à la fois le maître, le guide et le soigneur de l'éléphant. Nous, ça fait 4 générations qu'on s'occupe d'éléphants. D'abord mon grand-père qui était là à l'époque des rois, ensuite mon père et maintenant nous.
On a une vraie satisfaction. On est heureux de le faire. Pouvoir contrôler un animal si grand et avoir de l'affection en retour, c'est un bonheur immense. On considère que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Grâce à son statut de dieu éléphant, Lakshmi a le droit de porter la patte de santal sur le front. Si vous regardez son visage, vous pourrez voir la beauté de Ganesh. On la considère comme un Ganesh en vie, qui a un esprit. C'est pour cette raison qu'on la garde au temple. Dans tous les temples, l'éléphant est considéré par tous comme la divinité la plus importante. L'éléphante traverse ensuite Pondichéry. Lakshmi est d'autant plus respectée qu'elle porte le nom d'une déesse de l'hindouisme. Chaque jour, Lakshmi vient se positionner à l'entrée du temple de Ganesh. Dans la religion hindoue, cette éléphante est considérée comme une véritable déesse, déesse de l'argent et de la prospérité aussi. Beaucoup de fervents, de croyants viennent se faire bénir par elle et pour cela, en échange d'une offrande, elle pose sa trompe sur la tête du croyant. Non loin de là, au sein du quartier tamoul, il règne une toute autre ambiance. Nous sommes à l'église du Sacré-Cœur de Jésus. À partir du XVIIe siècle, les jésuites entreprennent de convertir la population, majoritairement hindoue. La société indienne est divisée en castes, des groupes hiérarchisés. Les églises accueillaient en grande partie des personnes qui n'avaient pas le privilège d'appartenir à ces castes. On les appelle les intouchables. Certains venaient à l'église se faire baptiser. Ils trouvaient là le moyen d'échapper à leurs conditions. On retrouve Léo. Il vient ici tous les dimanches. Mais les intouchables se convertissaient parce qu'avec ça, ils avaient droit de travailler dans l'administration française et ils perdaient le statut de sujet pour devenir citoyens français. Et avec ça, ils avaient les mêmes droits qu'un Français. À Pondichéry, il est courant de pratiquer plusieurs religions. Mais comme pour moi, par exemple, je vis depuis mon enfance ici. 4 générations ou 5 générations auparavant, ma famille était hindoue. Donc moi encore, je vais à des temples et je participe aux rites. Donc pour moi, ça ne change rien. Je suis hindou, catholique, musulman, et même quand je vais en voyage dans des hauts lieux de l'islam, je rentre dans la mosquée et je médite.
Grâce aux nombreuses influences qui ont façonné sa culture, Pondichéry est une ville unique en Inde. En 1750, le comptoir rayonne. Cette puissance grandissante provoque la jalousie de l'Angleterre. Les Britanniques lancent alors leurs troupes à l'assaut des territoires français. 16 vaisseaux et 15 000 hommes engagent le siège de Pondichéry. En 1761, la ville tombe aux mains des Anglais. Le quartier colonial français est totalement rasé. Cet hôtel particulier est le seul rescapé de la destruction du quartier français au XIXe siècle. Il a été construit par Lagrené de Mézières. Alors Lagrené de Mézières, c'était un membre du Conseil supérieur de la Compagnie française des Indes. Et ce bâtiment, cet hôtel particulier, eh bien, reflète tout le raffinement et tout le savoir-vivre français de l'époque des comptoirs. Ce train de vie, la Compagnie française des Indes ne va pas pouvoir le maintenir très longtemps car les hostilités entre les Français et les Anglais nécessitent énormément d'argent, trop sans doute. Et en octobre 1754, les actionnaires de la Compagnie, soucieux de leurs intérêts, demandent à Dupleix de revenir en France, de regagner Paris, mettant ainsi un terme à son rêve de bâtir une Inde française. À partir du début du XIXe siècle, Pondichéry va être entièrement reconstruite pour devenir quasiment celle que nous connaissons aujourd'hui. La présence française se révèle alors d'une autre manière, plus inattendue. Méconnue dans le reste de l'Inde, la pétanque est un sport très populaire à Pondichéry. Allez, autant. Comme Léo, la plupart de ces joueurs sont d'anciens militaires. Il y a beaucoup de soldats qui sont rentrés après 15 ans de service et c'est eux qui ont instauré le jeu de pétanque à Pondichéry. Ils ont amené plein de pétanque, des boules de pétanque de France. Ici, on ne le trouve pas. Donc, ils ont amené et c'est ces boules-là qui sont encore en jeu aujourd'hui. C'est eux qui ont instauré et puis depuis, la tradition continue. Ces soldats dont parle Léo, ce sont d'abord des milliers de volontaires tamouls qui se sont engagés sur nos champs de bataille au XXe siècle. Lors de la Première Guerre mondiale, près de 800 Pondichéryens seront recrutés. En 1940, avec l'île de la Réunion, Pondichéry a été le premier territoire d'outre-mer à répondre à l'appel du général de Gaulle. En 1960, Nehru, le Premier ministre de l'Inde devenue indépendante, rencontre le général de Gaulle à Paris. Ensemble, ils négocient la restitution des territoires acquis par la France. Il faut attendre le 16 août 1962 pour que le traité de cession entre en vigueur. Au consulat, ce jour-là, les Français de Pondichéry ont jusqu'à minuit pour choisir entre la nationalité indienne et française. Le directeur de l'Alliance française s'en souvient. Tout est passé ici. Là, je me rappelle bien, quand j'étais petit, j'avais à peine 9 ans, les gens ont commencé à faire la queue.
Alors petit à petit, il y avait 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Il y avait du monde. À minuit, le 16 août 1962. Les Pondichériens doivent choisir entre la terre qui les a vus naître et la France, dont ils ont côtoyé la culture pendant 3 siècles. Près de 5000 Pondichériens, soit 10% de la population, optent pour la nationalité française. Quand j'étais petit, j'avais une seule envie, d'aller en France. Chaque fois, je regardais les avions et je pensais, est-ce que j'aurais la possibilité de voler dans l'avion pour aller en France? Alors, tous les Pondichériens, la France est notre deuxième pays. Aujourd'hui, on compte toujours 5000 Pondichériens de nationalité française. Voilà, nous quittons Pondichéry et son personnage français le plus illustre, Joseph-François Dupleix, qui trône en majesté sur ce front de mer. Ainsi se termine cet épisode du Grand Tour qui nous a permis d'aller sur les traces des anciens comptoirs français de Saint-Louis du Sénégal à Pondichéry en passant par Canton. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Fin de l'épisode, mais le voyage continue. C'est par la fin que tout commence. À bientôt.